Alors que la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi ne semble plus faire de doute, Donald Trump fait preuve d'une étonnante retenue à l'égard de Riyad. Mélenchon reprend ses esprits après avoir été dépassé par les événements. Le leader de la France insoumise déploie une défense plus apaisée pour se laver des accusations qui lui sont faites. Pas sûr que cela suffise. Madame, monsieur, bonsoir. Donald Trump souffle le chaud et le froid alors que l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi semble ne plus faire de doute. Le président américain reste prudent vis-à-vis de son allié wahhabite, Thibault Bastide. Un pas en avant, deux en arrière, voilà comment Donald Trump jongle avec l'affaire Khashoggi. Depuis le 2 octobre, jour de la disparition du journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le président américain joue de prudence quant à la possible responsabilité de son allié wahhabite. En effet, le locataire de la Maison-Blanche n'a cessé de jouer la montre pour éviter d'avoir à se prononcer sur d'éventuelles sanctions. Tout en se défendant de chercher à couvrir Riyad, Donald Trump a mis en avant ces derniers jours les énormes intérêts stratégiques qui lient son pays au royaume sunnite. Comprendre, ne pas mettre en péril les contrats d'armement de 110 milliards de dollars conclus au printemps dernier avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Pourtant, face à l'évidence des faits, le président des États-Unis a fait volte-face jeudi, admettant pour la première fois que le journaliste saoudien disparu était très probablement mort. It certainly looks that way to me. It's very sad. It certainly looks that way. We're waiting for the results of about 3 different investigations, and we should be able to get to the bottom fairly soon. Well, it'll have to be very severe. I mean, it's bad stuff. But we'll see what happens. Si ces déclarations marquent un net changement de ton de la part du locataire de la Maison-Blanche, la nuance reste néanmoins de mise, malgré les nombreuses preuves qui ont éclaté au grand jour, des preuves que nous avait révélées le spécialiste du monde arabe, Bassam Tahan. Apparemment, le journaliste avait au bras un iWatch et qui communiquait avec le téléphone portable de la fiancée dehors. Certaines sources parlent du fait qu'il y aurait des images de l'assassinat du journaliste chez les Turcs grâce toujours à cette affaire de montre qui aurait transmis ces images à l'iPhone que possède aujourd'hui, qui est entre les mains des autorités turques. Des preuves accablantes donc, mais loin d'être suffisantes aux yeux des États-Unis. D'ailleurs, après son déplacement à Riyad, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a même annoncé vouloir accorder un délai supplémentaire à l'Arabie Saoudite pour expliquer la disparition de Jamal Khashoggi. Une nouvelle fois, les États-Unis font preuve d'un discours diplomatique, voire amical vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Un contraste évident avec les précédentes prises de position de Donald Trump, notamment lors de l'affaire Skripal, ou encore des prétendues armes chimiques détenues par Bachar el-Assad. Des discours à géométrie variable qui dépendent essentiellement de la puissance du portefeuille. Si à court terme, un impact pourrait se faire sentir, certains responsables internationaux, dont le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas au Forum économique saoudien qui doit se tenir du 23 au 25 octobre à Riyad. La loi du business is business devrait rapidement reprendre le pas et chacun pourrait y trouver son compte. Jean-Luc Mélenchon, épisode 3. Après les perquisitions en fanfare, après l'éructation face aux journalistes, place à un nouvel insoumis plus tempéré. Après plus de 5 heures d'audition, le leader trotskiste veut prouver sa bonne foi. Pas si simple. Tout le monde dans cette affaire est horripilé, exaspéré et puis un peu humilié d'être dans cette situation. Quant à moi, bon, ça va, j'arrive à surmonter ce que j'ai vécu, que j'ai très mal vécu. Il l'a très mal vécu et ça s'est vu. Mélenchon reprend ses esprits après son mardi riche en rebondissements. Sans doute s'est-il rendu compte qu'il avait poussé le bouchon un peu loin dans l'éructation, d'autant plus que ses dénonciations de police politique se mariaient mal aux attaques qu'il avait lancées pendant l'affaire Fillon ou les poursuites de Marine Le Pen. Après son audition par les enquêteurs de la police anticorruption, Jean-Luc Mélenchon a profité de la présence des journalistes pour corriger les erreurs de ses premières réactions. En premier lieu, faire comprendre qu'il n'avait rien après les forces de l'ordre ou les divers exécutants judiciaires.
C'est une manœuvre politique. Les fonctionnaires de police et de justice, ils obéissent, chacun dans leur service. C'est pas eux qui sont en cause. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu ne pas venir. D'abord parce que dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout citoyen peut ne pas répondre à une invitation de cette nature. Deuxièmement, j'aurais pu venir à notaire, comme tout citoyen. Et puis ensuite, je suis député. Donc, dans le cadre de mon immunité parlementaire, j'aurais pu dire, écoutez, si vous avez quelque chose à me demander, allez demander d'abord au bureau de l'Assemblée de lever mon immunité. Je n'ai rien fait de tout ça, je suis venu. Je ne fais pas d'obstruction aux démarches judiciaires. Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film, tout ça est raté, la manœuvre est complètement ratée. Au départ, ça devait être le remaniement est fait, et puis le magnifique Jupiter apparaît à la télé, et le lendemain, Mélenchon passe pour un escroc parce qu'il a été perquisitionné. Mélenchon a donc timidement fait amende honorable pour la police après la tonicité des échanges pendant les perquisitions. Sur le fond des affaires, les 2 enquêtes ouvertes, une pour soupçon d'emploi fictif au Parlement européen et l'autre pour ses comptes de la campagne présidentielle de 2017, le patron des Insoumis a tenu à réaffirmer sa bonne foi. 5 heures pour enfoncer des portes ouvertes, parce que toutes les questions sur mes assistants parlementaires, puisque c'est le premier dossier, sur la base d'une dénonciation de cette dame un peu perchée, la Madame Montel, qui a balancé des accusations contre 17 députés. Alors, par une faveur spéciale, c'est moi qui suis perquisitionné, mais je pense que les 16 autres maintenant vont l'être aussi. Les comptes de campagne, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ce que j'ai déjà déposé comme comptes qui ont été validés? Alors, je ne sais pas ce que je fais là-dedans, moi. Qu'est-ce que je viens faire ici? Et alors donc, il aura suffi de ces 2 personnages pour faire perdre leur temps à 100 policiers, pour que 10 personnes soient perquisitionnées à la maison, 10 ou 15, que 3 sièges, 4 soient perquisitionnés. Enfin, tout ça est totalement disproportionné. Donc on voit que c'est une manœuvre politique. Une affaire politique, sans doute, mais peut-être est-ce tout de même une question de curseur. En tout cas, Sophia Chikirou, la très proche directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon, était entendue ce vendredi matin par la police de Nanterre. Elle est soupçonnée d'avoir surfacturé ses prestations pendant la campagne avec sa société Mediascope. Et c'est avec cette même société que l'intéressé libellait des factures aux médias, la Web TV proche des Insoumis, fondée précisément par Sophia Chikirou, qui depuis l'a quitté presque sous la contrainte des salariés. Depuis, la nouvelle direction de la Web TV n'exclut pas de poursuivre la communicante pour abus de biens sociaux. Les seniors dehors. Jeudi, à Paris, plus de 15 000 retraités se sont réunis pour manifester contre la politique du gouvernement. 9 des organisations existantes s'étaient mobilisées conjointement pour protester face à une baisse générale du pouvoir d'achat. Les retraités battent le pavé jeudi à Paris, mais aussi dans les grandes villes de France. Les seniors se sont rassemblés avec leurs 9 organisations pour combattre la politique d'Emmanuel Macron. On est vraiment dans une colère effroyable et heureusement qu'il y a la joie d'être ensemble dans la rue avec tous. Cette joie d'être solidaire, d'être fraternel, parce que sinon on aurait envie de tout foutre en l'air, mais c'est la joie d'être ensemble et de lutter pour le meilleur qui nous fait rester calme et continuer à se mobiliser avec beaucoup de fraternité. Une solidarité dans la difficulté, car c'est bien la même inquiétude qui règne dans tous les esprits, la crainte de voir baisser le pouvoir d'achat. Je suis retraité depuis 3 ans. J'ai travaillé 3 ans de plus que ce que j'aurais dû faire pour essayer d'avoir une retraite qui permette de vivre décemment. Et là, j'ai l'impression que je me suis fait avoir. En effet, entre la hausse de la CSG, restée sans compensation pour 60% des retraités, et la désindexation des pensions, les personnes âgées ont souvent l'impression d'être les dindons de la farce. Beaucoup d'entre elles ont le sentiment d'être les premières victimes des coups de rabot présidentiels. C'est bizarre, il y a des gens qui arrivent en France et qui ont droit à une retraite alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Donc j'estime que nous avons travaillé, nous y avons droit. Et c'est le droit d'asile de France qui leur permet à 65 ans d'avoir le droit à la retraite. Alors c'est un minimum, c'est vrai, mais moi je vois ma maman, elle a été commerçante et elle n'a même pas ce minimum. Donc je pense que c'est parfaitement injuste. Voilà. Une injustice, c'est vraiment le sentiment qui dominait parmi les manifestants. Le transfert, là, normalement, la CSG, c'était pour les actifs. Mais les actifs, ils ont également bénéficié de 2% de salaire moyen cette année. D'accord ? Donc ça leur fait une augmentation nette de 1,80 plus 2. Et le retraité, il a perdu 1,80 et il a perdu l'inflation. Donc ça fait un différentiel de plus de 7% entre l'inactif et l'actif.
sachant que les anciens comme nous, on n'a peut-être pas aidé nos enfants. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce transfert? Et cette discrimination comment dirais-je, de génération, c'est horrible. Pour les retraités, la situation est donc de plus en plus inquiétante, d'autant plus qu'avec l'âge qui avance, la dépendance augmente et les coûts vont de pair. Moi, j'ai ma mère qui est en maison de retraite avec une retraite de 800 € par mois. 2400 € la maison de retraite. Et d'autant qu'on peut se permettre de se plaindre pour les gens, ils ne peuvent même pas payer un EHPAD. Et à part ça, on leur enlève encore un 80, mais où est la logique? Au début de l'année, après la plus forte mobilisation de mars, Édouard Philippe, le Premier ministre, avait dû faire des concessions. Ainsi, après avoir annoncé un coup de pouce pour 100 000 couples de retraités modestes, il avait finalement englobé 350 000 foyers dans la loi de financement de la sécurité sociale. Pour autant, au sein même de la majorité En Marche, l'aide avait été jugée insuffisante. Si la mobilisation dans les rues était effectivement modeste, les retraités risquent de récidiver. En effet, dès lundi, les députés commenceront à examiner le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'année 2019. Au Canada, les consommateurs de cannabis sont sur un petit nuage. Depuis mercredi, l'usage récréatif de cette drogue est autorisé. Malgré des risques sanitaires, Justin Trudeau espère surfer sur cette vague en vue des prochaines élections législatives. Thibaut Bastide. Inutile de vous dire qu'au Canada, demain, c'est, je pense, une journée qu'on peut considérer d'historique. Hein? C'est une grande première. Premier pays du G7 à légaliser coast to coast, je dirais, le cannabis non médical. Et deuxième pays au monde, en fait, si on considère après l'Uruguay. Une journée historique, voilà comment est qualifiée la légalisation du cannabis au Canada. Promesse de campagne de Justin Trudeau, l'usage récréatif de la marijuana est entré en vigueur mercredi pour le plus grand bonheur des consommateurs. En effet, plusieurs centaines de Canadiens se sont massés devant les distributeurs pour obtenir une précieuse dose. L'achat est autorisé donc, mais également la production puisque chaque ménage peut cultiver jusqu'à 4 plants pour une consommation personnelle. En légalisant le cannabis, le libéral Justin Trudeau espère mettre à mal le trafic illégal alors que 16% de la population canadienne est adepte de cette drogue qualifiée de douce, ce qui représente près de 773 tonnes par an. Si le Premier ministre y voit une victoire politique personnelle avec un joli jackpot à la clé, le ministre des Finances Bill Morneau table sur une manne fiscale de plus de 260 millions d'euros par an. Le sujet semble plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, suite à cette légalisation, les trafiquants se sont adaptés à ce nouveau marché en abaissant leurs tarifs pour éviter de perdre leurs clients. Ainsi, une course au prix s'est engagée et inévitablement, plus il sera bas, plus les Canadiens seront tentés. Un point loin d'être anodin alors que Justin Trudeau a promis qu'il s'agissait d'une mesure de santé publique dans la mesure où la composition de la drogue pourra davantage être surveillée. Mais malgré ces arguments, les opposants au Premier ministre redoutent une banalisation du cannabis avec de possibles conséquences sanitaires et humaines alors que de nombreux médecins ont mis en garde contre les dangers du cannabis. Je pense que la population n'est pas vraiment préparée et éduquée encore dans ce domaine. Par exemple, au Québec, pour le moment, l'âge des permis pour utiliser le cannabis récréatif, c'est 18 ans. Mais on sait que le cerveau est encore en phase de développement jusqu'à 25 ans d'âge. Deuxième pays à légaliser l'usage récréatif du cannabis après l'Uruguay, mais premier parmi le G20. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau espère faire des émules parmi ses partenaires internationaux. D'ailleurs, le Premier ministre ne s'en cache pas et avance que plusieurs de ses alliés sont intéressés par l'expérience. Une façon d'avancer ses pions en vue des prochaines élections législatives canadiennes qui auront lieu à l'automne 2019. Après avoir rallié le lobby LGBT à sa cause, Justin Trudeau espère compter sur le vote des consommateurs de cannabis pour remporter cette échéance. Un scrutin plus que jamais incertain pour le libéral alors que son bilan est pointé du doigt et que le parti nationaliste non indépendantiste, la coalition Avenir Québec, a réalisé une percée sans précédent lors des dernières élections organisées dans la province francophone. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Une loi pour une moquerie. Jeudi, le député La République En Marche, Laetitia Avia, a annoncé le dépôt d'une proposition de loi contre les discriminations linguistiques ou glottophobie, en référence aux moqueries de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l'accent du Sud d'une journaliste. Un nouveau mot en phobie qui manquait vraiment au tableau.
Même à Barcelone, Manuel Valls a du mal à convaincre. L'ancien Premier ministre français serait le moins apprécié des candidats à la mairie de la capitale catalane. 82,3% des personnes interrogées savent qui il est et, relation de cause à effet ou non, l'ancien député de l'Essonne n'obtient qu'une note de 3 sur 10 pour arriver bon dernier. À croire qu'un nouvel échec se prépare, on se demande dans quel pays il tentera une nouvelle fois sa chance. Septembre meurtrier sur les routes françaises. 323 personnes sont décédées le mois dernier en France métropolitaine, soit une augmentation de 8,8% par rapport à 2017. Les motocyclistes sont particulièrement touchés avec 81 décès. Ils représentent un mort sur 4. Après 2 mois de forte baisse, le nombre de décès est donc reparti à la hausse. Les effets de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h ont donc été de courte durée, à moins que cela n'ait rien à voir. La gare du Nord fermée pour travaux. Samedi, à l'occasion du premier jour des vacances de la Toussaint, la gare du Nord fermera progressivement au fil de la journée afin d'y installer une tour de contrôle pour piloter les postes d'aiguillage de la zone. Aucun train ne circulera après 20h30 et ce jusqu'à 5h dimanche matin. Exceptionnellement donc, la gare ne fonctionnera pas, mais vous serez au courant avant. Et 1, et 2, et 3 affaires judiciaires pour Karim Benzema. Après avoir été impliqué dans l'affaire Zaya, puis celle de la sextape de Valbuena, le footballeur Karim Benzema serait au cœur d'une nouvelle affaire. Des proches du joueur sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'enlèvement qui aurait eu lieu le 7 octobre dernier à Paris. Pour le moment, Karim Benzema nie toute implication. Pourtant, il aurait retrouvé les personnes incriminées quelques minutes après les faits. La sécurité sociale sans pitié sur les indemnités de congé maternité. Déjà endeuillés par la perte de leur triplé au bout de 21 semaines et 6 jours de grossesse, un couple de Saône-et-Loire a également dû faire face à une demande de la sécurité sociale, le remboursement des indemnités de congé maternité, soit 845 €. En effet, pour la sécurité sociale, une femme enceinte ne peut percevoir ces aides qu'à partir de 22 semaines de grossesse. Les parents ont alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Depuis, l'organisme a reconnu une faille et assure qu'une médiation a été proposée aux parents. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, nous vous conseillons la lecture du quotidien présent de fin de semaine. Parmi les principaux titres, le pacte mondial pour l'immigration. Ce soir, retrouvez également Immédiat. Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon, la nouvelle émission d'Hanouna Balance ton poste, porte bien son nom, et l'enquête sur l'islamisation de la France des journalistes d'AV et l'Homme, et également au programme de cette fin de semaine, Bistro Liberté, avec la journaliste Charlotte Dornelas. On va leur parler de réchauffement climatique en leur expliquant qu'il faut absolument qu'ils éteignent leur robinet quand ils se lavent les dents. Moi, je veux bien, mais j'ai toujours pas très bien compris à quel moment ça allait contrebalancer l'action de la Chine, quoi. Mais pour faire très simple, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où on ne comprend pas. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple sur le populisme, parce que c'est ça que vous évoquez, j'imagine, dans la résurgence des populismes en Europe. Pas que ça, la volonté, à travers un petit peu le monde, de revenir vers des valeurs plus fondamentales. Justement, vous avez parlé juste de nature humaine. Moi, je ne partage pas votre point de vue sur la question de la nature humaine. Elle est toujours changeante, la nature humaine. Et je pense qu'aujourd'hui... Non, vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de revenir à des choses qui ont précisément marqué toute l'histoire de l'humanité. Non, précisément... je ne parle pas de toute l'histoire de l'humanité. Je parle de valeurs qui ont été très présentes sur le cours des dernières années, mais au sens du temps long, au sens baudelaire du terme. Et voilà également au programme, vous avez rendez-vous avec le Samedi Politique pour un numéro entièrement consacré à Vladimir Poutine. Pour décrypter cette personnalité énigmatique, je reçois le journaliste grand reporter Frédéric Pons, auteur d'un remarquable ouvrage sur le président russe. Poutine et la Russie sont forts aujourd'hui à la mesure de nos propres faiblesses, de notre propre irréalisme. Il joue toujours du rapport physique. À partir du moment où on a compris qu'il est dans le rapport de force, qu'il est très pragmatique, qu'il est très réaliste, qu'il peut changer de position selon les intérêts de la Russie. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Nos pudeurs de jeunes filles et notre irréalisme font le succès et la force de Poutine, parce que dans son pays, en Russie, les Russes observent que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est le maître du jeu en Syrie, en Ukraine et en Iran aujourd'hui. Et il tient tête à Merkel, à Trump et à Macron aussi.
Et dimanche, ce sera Guillaume de Thieulois qui vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré à la multiplication des veillées pour la vie. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Coup sur coup, deux scènes, une à laquelle j'ai assisté, l'autre qu'on m'a rapportée, témoignent du militantisme qui saisit certaines personnes en ce moment, qui se prétendent pieuses et qui n'hésitent pas à nous faire bénéficier de leur rapport personnel avec la divinité de plus en plus souvent, de manière de plus en plus insistante, partout dans les lieux et les circonstances les plus variées, ce qui revient à brandir un doigt d'honneur sous notre nez au nom de la religion. La scène se déroule dans une queue à la caisse d'un magasin. C'est le lieu par excellence où vous êtes prisonnier de vos voisins puisque vous ne pouvez pas vous écarter. Du coup, les personnes les plus matu vues en profitent pour se livrer à leur petit cirque religieux, là, devant un public de 10 spectateurs minimum. Et là, c'était une fille. La plupart du temps, ce sont des filles de 22 ou 25 ans, les fesses moulées dans un petit jean noir, montées sur des talons. Ça, c'était pour le bas, hein. Grosse concession quand même à la modernité la plus sexy. Et puis là, cherchez l'erreur, pour le haut, une tenue virginale de demoiselle qui va entrer au couvent, le col blanc, le pull gris, le bandeau blanc sur le front, le crucifix d'argent sur la poitrine, une espèce de châle qui lui tombait sur les épaules, pas de maquillage, mais dans l'oreille un écouteur blanc. Et tout en mettant ses produits sur le tapis roulant, là, avec des gestes un peu nonchalants, elle téléphonait à l'une de ses amies en latin, bien entendu, et parfois elle plaçait le paquet de pâtes ou le pot de confiture d'une seule main, comme pour nous montrer à nous, dans la queue, qu'elle était au-dessus de cette tâche vulgaire qui consistait à faire les courses dans une société de mécréants, puisqu'elle était vouée à Dieu et habillée pratiquement en bonne sœur, malgré son téléphone rose vif. Elle portait même des mitaines dentelées, c'est vous dire. Mais le comble est qu'elle avait installé une application pour son portable qui balançait du grégorien pour les gens alentour. En plus, à 18h, la cloche de l'Angélus a retenti dans son sac pendant qu'elle payait la caissière. Et quand elle est sortie avec son chariot, un type en noir l'attendait portière ouverte au volant d'une voiture sur le parking à vitre fumée. Pendant qu'elle a vidé ses courses dans le coffre, le type n'a pas bougé, n'est pas sorti de la voiture pour l'aider. Il regardait juste les passe-temps d'un air de défi, comme ça, d'un air de dire « Ma copine vous envoie l'Angélus sous le nez. C'est bien fait, d'ailleurs, nous allons dominer le monde dans pas longtemps. » Ça, c'est pour la scène à laquelle j'ai assisté en personne dans la banlieue parisienne. Vous corrigerez comme vous voudrez. Maintenant, il y a celle qu'un spectateur m'envoie et qui a eu lieu le 4 octobre à Châlons, en Champagne, à l'angle de la rue des Fripiers et de la rue Prieur de la Marne, près du petit hangar à vélo. Vous voyez, on ne saurait être plus précis. Il y avait là un type vêtu d'une soutane, portant des sandales comme Saint François d'Assise, une lourde croix pectorale et qui transportait une sorte de prie-dieu pliable en aluminium, un peu comme un tabouret de pêcheur. Il a installé son truc sur un coin de ciment bien en vue de tous les passants. Il s'est prosterné vers Rome et il s'est mis à psalmodier des choses en latin, tout en consultant un missel et en faisant force signe de croix avec un regard en coin pour vérifier si on le regardait. Le monsieur qui m'envoie ce témoignage, pour lequel nous le remercions, ajoute qu'il aurait aussi bien pu se livrer à ses bondieuseries dans sa chambre, personne ne s'en serait plaint. Et en effet, il y a dans cette ostentation là, quelque chose de profondément invasif, pour ne pas dire agressif. On sent poindre à travers toutes ces démonstration de piété en public, la question de plus en plus pressante de la part de ces gens. Pourquoi ne faites-vous pas comme nous? Nous allons vous y contraindre un jour ou l'autre, comme nous vous contraignons déjà à tolérer le spectacle que nous vous offrons tous les jours. Puisque vous ne protestez pas, puisque vous ne dites pas aller faire vos simagrées ailleurs, c'est que vous consentez à ce qu'on grignote chaque jour un peu de votre liberté. Un jour donc, nous allons vous demander de bien vouloir vous écarter pendant que nous prions, de faire moins de bruit, de vous arrêter pendant l'Angélus par respect pour les vrais croyants, de cesser de publier des images qui offensent nos convictions, d'arrêter de jouer de la musique impie, de manger et de servir de la viande le vendredi. Oui, décidément, ce témoignage est bien inquiétant et ma propre observation à la caisse l'est tout autant. J'en ai d'ailleurs parlé à Gustave avant de vous raconter ça. Il a hoché la tête et il m'a dit d'un air un peu pince sans rire « Oui, vraiment, ces catholiques se croient tout permis. » Cependant, je me demande si les gens qui suivent ta chronique vont comprendre. Si, à mon avis, tout le monde a compris. Confirmez-le moi, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL, c'est sur YouTube.